m'appelle Philippe Oudry, je suis ingénieur à l'INIST CNRS depuis plus de 25 ans. J'ai fait de l'IST, donc de l'information scientifique et technique, dès le départ, en travaillant sur un certain nombre d'aspects scientifiques autour des données pour faire des recherches bibliographiques ou des choses plus techniques comme déjà des reformatages. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux formats, de nombreux corpus de données, des volumes plus ou moins importants. Et ces dernières années, depuis une dizaine d'années en particulier, je suis passé à des aspects beaucoup plus techniques avec beaucoup plus d'informatique, mais qui sont des choses qui suivent en fait l'évolution de nos métiers d'ingénieurs ou techniciens en IST et qui sont en fait réellement importantes à illustrer, en particulier sur deux exemples que je vais prendre après. Alors, le premier exemple que j'ai choisi d'illustrer, c'est lié à ce service qui s'appelle OpenGray. En fait, anciennement, il y a quelques années, ça s'appelait Sigle, et c'est à l'occasion justement du basculement entre Sigle et OpenGray que je suis intervenu. Fondamentalement, c'était du reformatage de XML à XML avec là un standard de données qui est le Dublin Core. Simplement, il faut savoir qu'OpenGray, c'est un système qui permet d'interroger un corpus lié à la littérature grise, donc une littérature pas très facile d'accès, qui en plus a une dimension européenne dans OpenGray. À savoir que l'INIST travaille particulièrement pour tout ce qui est la France, mais on a des partenaires qui traitent les données pour l'Angleterre, ou bien pour l'Italie, ou même pour la Russie, chacun participant avec normalement des règles communes dans la description des données à fournir, puisqu'à l'arrivée, le réservoir est commun, mais évidemment, dans Sigle, les choses n'étaient pas toujours aussi carrées que cela, à savoir que, bien qu'on était en Dublin Core partout, il y avait quand même quelques écarts dans la structure même Dublin Core, et puis, malgré les demandes de respect d'écriture des contenus, il y avait là aussi quelques écarts à certains endroits. Donc, on a profité de cette bascule entre l'ancien Sigle et OpenGray pour remettre toutes ces choses un peu au carré. On est parti d'un réservoir à la DSpace où c'était des données en XML Dublin Core. Pays par pays, on a identifié les variations structurelles et écriture des contenus. Une fois que cela a été fait, en utilisant un langage informatique que j'utilise moi depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Python, qui est très adapté pour faire de l'ingénierie XML, particulièrement dans ce cas-là, eh bien, j'ai opéré la mise au carré des structures pays à pays vers une structure Dublin Core plus propre et commune. On en a profité pour faire aussi de la curation dans un certain nombre de corpus, car les pays avaient parfois des petits écarts ou parfois des un peu plus grands écarts. Ces programmes Python ont permis de mettre donc tout ça en ordre. Il y avait 700 000 notices bibliographiques, donc 700 000 documents avec leur description. Donc les tests ont été faits gentiment avec Python dans un environnement Linux déjà malgré tout, mais quand il a fallu passer réellement l'ensemble des notices, là le travail s'est fait avec, on va dire, une surcouche en shell script sous Linux qui appelait les programmes Python et faisait le nécessaire. Aujourd'hui, OpenGray est accessible sur le web depuis déjà quelques années. C'est quelque chose qui continue à être alimenté régulièrement par les différents partenaires aussi, pas seulement par l'INIST et pour la France. La partie, bien sûr, curation, tant sur les structures que sur les données, a particulièrement permis d'homogénéiser, par exemple, l'accès lors des formulaires d'interrogation. Les index sont plus cohérents. Pascal, c'est l'une des deux grandes bases en sciences et techniques que fabrique l'INIST CNRS depuis longtemps. La base Pascal a démarré en informatisation en 1973. Donc c'est notre ancêtre, le CDST, du temps où nous étions à Paris, qui a opéré cette informatisation ancienne. Deux serveurs, Kestel en France et Dialog aux États-Unis, avaient mis Pascal en ligne avec nous depuis les origines, mais en fait c'était les seuls. Depuis, ces serveurs ne proposent plus ces bases, enfin cette base en l'occurrence. Par contre, on a d'autres services, notamment Pascal et Francis en accès libre, que l'INIST a mis en service il y a quelques temps, où on va retrouver effectivement Pascal en accès libre, mais que depuis 1984. Donc il y a eu un moment, il n'y a pas beaucoup d'années, on s'est dit on va récupérer les années 73 à 83. On l'a fait avec Kestel, qui a pu nous emballer ça dans un XML pas très granulaire,
mais qui permettait d'avoir dans un format XML malgré tout l'ensemble de ces 10 années. Mais le vrai challenge était plutôt dans la variabilité importante des données. Les règles dites de catalogage, on parlait encore comme ça à cette époque, donc la façon d'écrire et de structurer les descriptions de documents était quand même relativement carrée, mais c'était beaucoup plus permissif qu'aujourd'hui dans un certain nombre de cas. La deuxième chose qui a été un peu délicate et qui avait son lot d'hétérogénéité, c'est parce qu'on avait aussi beaucoup de coopérants dans ces années anciennes. Alors ils avaient des règles à respecter sur les structures ou les écritures d'un certain nombre de données. Ces partenaires respectaient plus ou moins correctement les règles dites. Ce qui fait qu'on a là un second niveau d'hétérogénéité sur ces données anciennes. Donc quand on a récupéré ces 5 millions de documents en XML, je savais que je devais faire d'abord une exploration de ces corpus et puis voir la variabilité inhérente année par année ou globalement. Mais en réalité, il fallait en profiter pour construire des tables de curation. On avait tout pour le faire et on l'a donc fait à ce moment-là. Aujourd'hui, donc, ces représentativités, tous ces chiffres et toutes ces tables de curation sont montées. Eh bien, l'idée, c'est de rajouter cette antériorité pour avoir 73 à 83, en plus de 84 à aujourd'hui. Tout est prêt, à part le reformatage final qui devrait aller vers un format standard type TEI, j'imagine. Mais tout le reste, la préparation, le chiffrage et les tables de curation ont pu être faites à cette occasion. Donc évidemment, ces deux exemples-là ne sont que des exemples assez importants de ce que j'ai pu faire sur ce sujet, traitement des données, des métadonnées ou des aspects de reformatage et curation. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise toujours Python en tant que langage de programmation. Il est vraiment adapté pour faire de l'ingénierie XML en particulier, mais en fait, on peut traiter énormément d'informations dans plein de formats. Du XML standard ou non standard, on l'a vu dans mes deux exemples précédents, mais on peut traiter des formats tabulés, exportés ou non d'Excel par exemple, ou du CSV, mais on peut traiter des fichiers texte de n'importe quelle nature en réalité. Or, certaines technologies utilisées, en particulier à l'INIS, mais d'une manière générale en IST, c'est beaucoup tout ce qui est le monde XSLT et les feuilles de style XSL, mais qui demandent à ce qu'on ait du format XML à l'entrée. On n'a pas toujours cela, et Python permet justement de s'affranchir de cette difficulté. On peut faire des calculs, par exemple sortir des indicateurs, ça marche très bien aussi avec Python, d'autres langages peuvent le faire, mais Python est d'un accès relativement aisé, et ce qui permet aussi de faire, c'est des programmes qui sont clairs, lisibles, et du fait partageables et maintenables. Ce que l'on ne peut pas faire forcément aussi aisément avec d'autres langages. Il y a beaucoup de collègues, à l'INIST déjà, mais aussi parfois en dehors de l'INIST, ou parfois même des étudiants professionnels en devenir, qui doivent prendre conscience, et à l'INIST maintenant, cette conscience elle est prise, c'est que faire de la documentation c'est bien, savoir prendre de l'indépendance, de l'autonomie pour tout un ensemble d'opérations, même un peu informatiques, c'est mieux. J'ai des collègues qui viennent de plus en plus demander à être formés, par exemple en script shell sous Linux, mais aussi en Python. Et comme j'ai une bonne expérience, mais que je connais bien les usages et les objets métiers de mes collègues, ce sont les mêmes que les miens en fait, eh bien j'opère un certain nombre de formations sous forme d'ateliers pratiques, et aujourd'hui c'est par dizaines que se comptent mes collègues qui se forment à ces technologies. Donc c'est quelque chose d'important, et j'espère bien que tout ça va se poursuivre.